Bienvenue sur le plateau de notre émission Séquence communautaire. L'émission Séquence communautaire a pour vision d'aborder les problématiques que nous vivons au quotidien. Le thème de ce jour est l'endettement des ménages au Canada. Parlons-en et brisons les tabous. Pour discuter avec moi sur le plateau, je reçois Mme Marthe Moffo. Marthe est une femme immigrante passionnée de finances. Après des études en audit et contrôle de gestion au Cameroun, suivie de l'obtention d'un MBA en Angleterre, Marthe a une expérience de plus de 12 ans dans l'industrie financière au Canada. Elle est également analyste financière, agréée et titulaire du titre CFA, Charter Financial Analyst. Entre autres aussi, Marthe est fondatrice du cabinet DSM Consult, Inc. Marthe s'est depuis quelque temps spécialisée dans l'éducation financière, notamment en ce qui concerne les sujets liés à la gestion des finances personnelles au sein des communautés francophones. Bienvenue Marthe. Merci Sandrine. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau de séquences communautaires. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Très bien. Sans plus tarder, venons en fait. J'ai dit tout à l'heure que l'émission aujourd'hui, le thème, était sur l'endettement des ménages au Canada. Quand on parle d'endettement des ménages au Canada, de quoi s'agit-il exactement? L'endettement, c'est quand on a besoin d'utiliser de l'argent qui ne nous appartient pas pour financer soit ses projets ou ses besoins en consommation. OK. Quand vous dites l'argent qui ne nous appartient pas, qu'est-ce que vous voulez dire par là? En général, on comprend qu'on doit travailler et gagner de l'argent, c'est-à-dire avoir un revenu, et c'est ce revenu qui est supposé satisfaire nos besoins. Mais parfois, on a besoin d'avoir recours à d'autres sources de financement, par exemple un prêt, un emprunt bancaire, une carte de crédit, une ligne de crédit, un emprunt hypothécaire, par exemple, pour faire face à ces besoins. Tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit. Je le disais tout à l'heure, le thème, c'est l'endettement des ménages au Canada. Mais je me pose une question et j'aimerais votre avis sincère là-dessus, à cette question. Peut-on vraiment vivre au Canada sans être endetté? Tout dépend du style de vie, du style de vie que vous décidez d'avoir. C'est vrai que la dette en soi n'est pas quelque chose de négatif parce que la dette permet rapidement de réaliser ses projets. Si vous devez, par exemple, épargner chaque sou pour pouvoir vous acheter un véhicule alors que vous vivez à 100 km de votre lieu de travail, ça prendra un certain temps. Pourtant, vous avez la possibilité d'aller chez un concessionnaire qui va vous donner accès au crédit pour payer, pour utiliser le véhicule et le payer progressivement. Donc, la dette en elle-même n'est pas quelque chose de négatif. Ce qui est souvent négatif, c'est la manière dont on s'en sert, par exemple. Donc, c'est ça, en fait. C'est ça les causes de l'endettement. Les causes, oui. Une autre cause de l'endettement, c'est la vie est parfois chère. Parfois, le revenu qu'on a ne permet pas de financer nos besoins. Par exemple, la vie coûte cher, il y a l'inflation, les taux d'intérêt qui augmentent, le coût de l'épicerie coûte cher et les salaires, par exemple, ne suivent pas. Donc, ça pousse les gens à avoir recours à la dette. Et il y a également le fait que c'est facile d'avoir accès au crédit. Vous êtes sans ignorer que parfois, vous allez à l'épicerie et on vous propose des cartes de crédit. Tout à fait. Donc, il y a cette facilité, mais également la vie qui ne facilite pas la possibilité de vivre sans dette. OK. Je parlais de l'endettement tout à l'heure parce que Statistique Canada a sorti un rapport indiquant qu'au troisième trimestre de l'année dernière, l'année 2023, les Canadiens avaient 1,82 $ de dette pour chaque 1 $ de revenu. Comment expliquer cela? Je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez dit que la dette en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais comment comprendre que quelque chose, comme vous le dites, qui n'est pas mauvais, puisse après devenir comme une sorte de piège où les gens se retrouvent dedans et ne savent plus comment faire pour s'en sortir? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Bon, déjà, le rapport de Statistique Canada, il faut comprendre que dans ce rapport, la majeure partie de la dette, c'est l'hypothèque. L'hypothèque représentait la plus grosse partie de la dette. Okay. Mais maintenant, je ne veux pas qu'on sorte d'ici en pensant que la dette, c'est quelque chose de négatif ou un piège, comme tu l'as mentionné tantôt. Il faut juste comprendre que la dette a un coût.
Vous voyez? Donc, le piège, soi-disant, ou le danger, ça vient quand on tombe dans une situation où on a du mal à faire face à ses obligations. Le côté positif, par exemple, ça permet de financer rapidement ces projets. Si vous devez épargner chaque sou pour pouvoir vous acheter un lopin de terre et construire vous-même la maison, ça prendra une éternité. Pourtant, vous avez accès à l'hypothèque. Si vous devez sauver chaque sou pour lancer votre entreprise, ça prendra également une bonne partie de votre vie. Donc, la dette n'est pas que négative. Maintenant, le côté négatif, c'est au niveau du coût. Par exemple, vous pouvez avoir des dettes qui ont des intérêts et qui vont finir par vous causer un effet boule de neige parce que l'intérêt va générer l'intérêt et ainsi de suite. Et ça peut vous faire tomber dans le piège de l'endettement à un moment où vous avez du mal à faire face à vos obligations financières. Donc, vous parlez tout à l'heure de l'effet boule de neige. Qu'est-ce que ça veut dire, effet boule de neige des intérêts? Bon, il faut comprendre qu'il y a deux types d'intérêts quand on a un emprunt. Il y a l'intérêt simple. C'est ces situations, par exemple, où vous empruntez, disons, 1 000 $, on vous dit que ça coûte 10%. Donc, vous empruntez 1 000 $ sur 5 ans, ça vous coûte 10%. Chaque année, vous devez payer 100 $ d'intérêt. Chaque année, vous payez 100 $ et à la fin de la 5e année, vous remboursez 1 100 $. Maintenant, l'intérêt composé, supposons, c'est toujours les 1 000 $, mais vous payez 100 $ et, c'est-à-dire, vous avez 1 000 $ qui vous génèrent 10% d'intérêt. La première année, c'est 1 100 $. La deuxième année, vous devez payer l'intérêt sur maintenant 1 100 $. Vous n'êtes requis de payer rien. Donc, vous avez maintenant 1 100 $ de dettes qui vont produire 10%. Vous voyez, au fur et à mesure, cet intérêt augmente. Vous mettez à payer l'intérêt sur l'intérêt. C'est un peu comme, par exemple, vous essayez de déplacer un morceau de neige dans la neige. Au fur et à mesure que vous poussez, ça ramasse de la neige et ça prend du volume et du poids. À un moment, vous aurez du mal à pousser parce qu'il a tellement pris du volume et du poids plus fort que vos muscles. Et vous ne pourriez plus. Et vous ne pourrez plus faire face. Est-ce que vous pouvez vraiment me donner la différence entre l'intérêt simple et l'intérêt composé? Qu'est-ce qui est meilleur? Faut-il que quand on s'endette, on cherche plutôt des endettements où ce sera vraiment, on sera crédité avec un intérêt simple ou composé? Quelle est la différence? Déjà, je ne peux pas donner d'avis je ne peux pas donner conseil financier, je ne suis pas autorisée. Tout ce que je dis est à titre éducatif uniquement. Mais la différence entre l'intérêt simple, comme je t'ai dit au départ, c'est que l'intérêt simple, c'est un intérêt où vous ne payez que peut-être l'intérêt. Vous ne payez pas l'intérêt sur l'intérêt. Un exemple, par exemple, vous prenez un prêt bancaire ou une marge de crédit, par exemple. Vous pouvez payer rien que l'intérêt pendant un moment et puis à la fin, vous remboursez ce que vous aviez prêté. Maintenant, une carte de crédit, par exemple, est calculée par intérêt composé. Quand ils vous disent payer, vous prêtez 100 $, on vous dit rembourser 5 $ des minimum. Oui. Comprenez que le 5 $ parfois, si c'est moins que l'intérêt que la partie que vous avez dépensée est, vous allez finir par payer l'intérêt. C'est-à-dire, l'intérêt devient comme si vous aviez prêté cet intérêt à la banque. Vous les enrichissez en sorte. Donc maintenant, il revient à chacun, en fonction de ses besoins et de l'urgence de ce pourquoi il a besoin d'argent, de choisir. Et au besoin, faire face au besoin, avoir recours à un professionnel qui va vous guider, un conseiller financier qui va vous guider. Et quel est l'effet de la dette sur le revenu des ménages? Comment est-ce que ça peut affecter? Oui, là, ça dépend. Si la dette est mal gérée, ça met les ménages vraiment dans une situation de tension de trésorerie. Précaire. Oui, précaire et de tension de trésorerie. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez du mal à payer peut-être votre hypothèque parce que les taux d'intérêt ont augmenté, vous avez été peut-être sur un plan à taux variable, et les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, ça a compressé votre budget, vous avez du mal à faire face à l'épicerie qui augmente. C'est beaucoup de tension, c'est beaucoup de tension sur la trésorerie des ménages. Et très souvent, ça peut les envoyer dans l'endettement, dans le surendettement. Oui. OK. Vous avez parlé tout à l'heure de crédit, que l'accès au crédit était plus facile. Ma question est la suivante, parce que
Cette émission Séquences communautaires est beaucoup suivie aussi par des communautés immigrantes qui viennent des pays en voie de développement. Pourquoi est-ce que l'accès est si facile, l'accès au crédit est si facile au Canada comparé à ces pays en voie de développement? Qu'est-ce que le Canada gagne d'accéder, de permettre aux personnes d'avoir accès plus facilement au crédit ici? Il faut comprendre que l'accès au crédit facile ne veut pas dire que c'est moins cher ou que c'est gratuit. Ça a un coût. Et comparé aux pays en voie de développement, oui. Les banques dans ces pays prennent moins de risques. Si vous voulez un emprunt bancaire, ça prend... c'est un parcours du combattant. Voilà, c'est un long parcours du combattant, tout à fait. Oui. Par contre, ici, les banques sont outillées. Elles sont outillées pour déterminer, en fonction de vos habitudes de consommation, si elles peuvent prendre du risque avec vous. Elles prennent plus de risques, mais c'est un risque mesuré. Il y a ici, contrairement aux pays en voie de développement, il y a le bureau du crédit qui va se charger de vous définir un profil de consommateur que les banques vont exploiter pour soit vous offrir des produits financiers, puisqu'on parle de dettes, pour vous offrir des dettes, soit vous faciliter l'obtention d'un emprunt lorsque vous allez vers eux. Maintenant, il revient à tout un chacun d'utiliser cette facilité-là de manière responsable. Vous avez mentionné tout à l'heure le rôle du bureau de crédit dans la constitution d'un dossier de crédit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bon, le bureau de crédit, c'est un organisme qui va analyser vos habitudes de consommation. C'est-à-dire que quand vous avez accès à une facilité de crédit et que vous utilisez une partie, ils vont analyser cette information. Si on vous donne accès à $1000 et que vous utilisez $100, est-ce que vous remboursez à temps? Est-ce que vous remboursez le minimum qu'on vous a demandé? Ou alors vous n'arrivez même pas à rembourser le minimum? Est-ce que vous remboursez la totalité? Ou alors, est-ce que vous venez vous-même de comment dire au quartier, vous marchez de vos pieds pour aller dire, je veux que vous augmentez la limite? Donc, c'est une analyse vraiment de tout. Exactement, de ce comportement, de vos habitudes de consommation qui vont vous définir un profil et vous assigner un score, ce qu'ils appellent une cote de crédit, qui est un nombre à 3 chiffres. Et les banques ont accès à ces données. Et en fonction de votre niveau, qui est votre profil de consommateur, elles vont soit venir vous proposer des produits financiers ou pas. Si je peux prendre un exemple. Tout à fait. Oui. Allez-y. Oui, si par exemple, vous avez une carte de crédit de $1000, par exemple, et vous utilisez $500 sur la facilité de crédit de $1000, vous avez utilisé 50%. Au niveau du bureau du crédit, ils analysent que vous avez utilisé 50% de votre facilité de crédit. Ça veut dire que les banques vont lire cette information comme si je lui donne même $100,000, il va utiliser $50,000. C'est quelqu'un qui utilise la moitié de tout ce qu'on lui donne. Maintenant, une autre personne qui a accès à $10,000 et qui utilise $1,000 comparé à l'autre personne qui avait utilisé 5%. Au niveau du bureau du crédit, on va voir, il a utilisé, c'est 10%? Oui, 10%. 10%, oui. 10% de ses facilités de crédit. Donc, bien que la deuxième personne ait utilisé plus d'argent que la première, le bureau de crédit la lit comme étant quelqu'un qui n'est pas si assoiffé, assoiffé d'argent que la deuxième. Tout à fait. Et elle va la considérer comme quelqu'un de plus solvable et elle va lui assigner un score plus élevé. Les banques vont dire, celui-là, si on prend le risque, parce qu'on a dit en Afrique, dans les pays en voie de développement, les banques ne prennent pas de risque. Mais puisqu'ils savent déjà comment vous comportez, ils vont dire, cette personne, si on prend le risque avec elle, on a des chances qu'elle ne va pas faire faillite, on a des chances qu'elle va nous rembourser notre argent. Donc, c'est tout un fonctionnement ici au Canada. Il faut juste savoir comment jouer avec, avec le système, si ça vous intéresse. Et c'est de ça dont le bureau de crédit donne des informations à la banque, ou bien la banque a accès à ces informations. Elle se base donc sur ces informations pour
offrir ou bien pas Oui, des services. et justement, pour venir Ok. proposer des produits, des produits. des produits, Tout à fait. des facilités de crédit. Ou alors, si vous avez accès, si vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'un emprunt, en fonction de votre score de crédit, c'est là où elle va pouvoir savoir est-ce que je lui donne un taux d'intérêt Élevé ou pas. ou pas, ou bas. Ouais. Donc, c'est toute cette analyse-là qui manque dans des pays en voie de développement. Et c'est ce qui expliquerait donc que là-bas, les banques prennent moins de risques. Absolument. Ok. Absolument. Très bien. Ça fait du sens. Très bien. On a souvent aussi entendu parler de bonnes dettes. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce qu'il existe vraiment des bonnes dettes? Oui, la plupart du temps, quand on parle de bonnes dettes, la plupart des gens pensent à l'emprunt hypothécaire parce que on se dit que si on investit dans l'immobilier, on achète une maison, ça va prendre de la valeur. Quel que soit ce qu'on paye en intérêt, ça va prendre de la valeur. Ça marche tant que l'immobilier ne fait qu'aller de manière croissante. Mais comme tout investissement, ça peut prendre deux directions. Ça peut aller à la hausse comme ça peut aller à la baisse. Bon, dans l'hypothèse que ça va à la hausse, c'est une bonne dette si, dans la mesure où ça permet aux gens d'avoir une certaine équité avoir une certaine équité et rentabiliser leur investissement. Maintenant, le problème et le piège, c'est parfois, parce que les gens la perçoivent telle qu'elle, les gens ont tendance à surconsommer, à se surendetter. Et par exemple, le rapport de Statistique Canada, je l'ai dit tantôt, oui, c'était beaucoup plus... les emprunts hypothécaires représentaient la plus grosse partie de ces données. De ces données-là, oui. Tout à fait. Et maintenant, vous savez parler d'un mot qui revient, le surendettement. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez déjà nous définir c'est quoi le surendettement? Oui, le surendettement, c'est tout simplement lorsqu'on est en mesure de faire face à ses obligations financières. Quand on est on ne peut coincé. plus. On ne peut plus vraiment... Oui, on a du mal à payer, ses dettes, quoi. C'est ça. Et en tant qu'analyste financière, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Comment s'en sortir quand on est surendetté? Bon, comme je dis tantôt, je ne suis pas autorisée à donner des conseils, mais à titre éducatif, ce que je peux dire, c'est que lorsque vous êtes surendetté, il faut d'abord savoir que c'est un style de vie qui vous a conduit là-dessus. C'est tout simplement une situation où vous avez consommé plus que vous ne pouvez, vous avez dépensé plus que vous ne gagnez, si on peut dire comme ça. Oui. Donc déjà au départ, faire une analyse de ses habitudes de consommation. Je dépense combien? Est-ce que vous êtes en mesure de dire, quand je gagne tel montant, pour faire tourner ma maison en un mois, j'ai besoin de tel montant? Être en mesure de savoir ce que je dépense réellement. Et maintenant, est-ce que quelle est la quantité du revenu que je ramène? Quelle est la quantité que je dépense? Maintenant que vous avez dépensé, que vous savez maintenant l'état des lieux, vous pouvez également vous dire quel est le montant de mon budget que je veux mettre pour rembourser les dettes? Si vous pouvez. Parce qu'il y a des situations où les gens sont tellement surendettés qu'ils sont même dans l'impossibilité de rembourser. Mais au cas où vous pouvez encore, vous pouvez établir un plan de remboursement. Comment l'établir? Vous pouvez lister toutes vos dettes. Lister pour chaque dette, quel est le taux d'intérêt? Est-ce que j'ai une marge de crédit à 8%? Est-ce que j'ai une carte de crédit à 19%? Ainsi de suite. Quel est le montant? Et pour chaque dette, est-ce que j'ai un montant, un paiement minimum qui m'est demandé chaque mois? Si vous avez un paiement minimum qui vous est demandé chaque mois, maintenant, en fonction de votre budget et du montant que vous aurez décidé d'allouer au remboursement de vos dettes, vous allez décider, est-ce que je commence par attaquer la dette qui me coûte le plus élevé ou j'attaque la plus petite dette. Vous pouvez avoir une petite dette, peut-être une carte de crédit, une petite dette de, je sais pas, vous pouvez avoir une petite dette, je ne pas de chiffre, et le fait de l'éponger, ça vous booste.
Même si c'est la dette qui coûte le moins cher. Le moins cher, oui. tout à fait. Ou alors vous pouvez avoir une dette qui vous coûte le plus cher et vous dites non, je préfère commencer par la dette qui me coûte le plus et je vais sauver en coût, en termes d'intérêt. Donc c'est vraiment, il revient à chacun. Et parfois, quand on a vraiment du mal, on peut rencontrer des responsables qui vont vous... Responsables financiers. Des responsables financiers qui vont vous guider dans peut-être comment obtenir un prêt de consolidation et ce genre de choses, quoi. C'est quoi le prêt de consolidation? Un prêt de consolidation, c'est par exemple une institution financière qui va vous donner un emprunt, un seul prêt pour éponger toutes les autres dettes. Donc, au lieu d'avoir 5 paiements minimum par-ci, c'est un peu comme si elle rachetait vos dettes. Et c'est maintenant chez elle que vous payez. Vous payez le taux paiement, minimum. oui, une seule dette. C'est un peu comme si elle vous prête de l'argent pour rembourser toutes vos dettes. Et maintenant, c'est chez elle que vous devez. Et comment éviter dans le futur, quand vous avez fait, disons, vous êtes passé par là, passé ce rendettement-là, vous avez consolidé vos dettes et vous avez seulement un seul taux minimum à payer après la consolidation. Comment éviter de tomber encore dans le même piège, de contracter d'autres dettes et revenir encore à la case de départ? Tout à fait. Comme je dis, c'est vraiment les habitudes de consommation. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous menez le même style de vie, vous allez vous retrouver dans les mêmes situations. Et toujours savoir, comme je dis tantôt, l'état des lieux. Comment est-ce que je me suis retrouvée ici? Est-ce que je dépense plus que je ne gagne? Vous voyez? Quelle est la proportion de mon revenu que je dépense? Je dépense dans quoi? Est-ce que ce sont les choses, est-ce que ce sont des besoins ou ce sont des nécessités? Pardon, est-ce que ce sont des impéras, on va dire des besoins essentiels. Essentiels, ou alors ce sont des choses que je peux, je ne veux pas dire me passer, mais des choses que je peux remettre à plus tard, qui ne sont pas prioritaires. C'est ça. Donc, si à la base, vous n'avez pas ce changement de comportement, vous allez retomber dans les mêmes problèmes. OK. Très bien. Merci, Marthe. L'émission tire à sa fin. En 30 secondes, le mot de la fin pour conclure sur ce sujet. Je dirais juste que la dette n'est pas mauvaise en elle-même. Il faut juste savoir comment s'en servir. Et si j'ai un conseil à donner, c'est dépenser ce que vous pouvez rembourser. Tout simplement. Parce qu'en utilisant des dettes, vous avez des points, vous avez des bonus, des voyages, dépendant de la carte de crédit. Il y a vraiment des points positifs. Mais maintenant, il ne faut pas se laisser berner par cela. Donc, un mot simple, dépensez ce que vous pouvez rembourser. Dépensez ce que vous pouvez rembourser. Ça, c'est le mot de la fin de notre invité aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro de Séquences communautaires sur Grameen TV, la télévision qui vous valorise. D'ici là, portez-vous bien. Merci.